Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 juillet 2026 et notre cher ami, le professeur Steve Hank, est avec nous. Bon retour parmi nous, Steve. C'est un plaisir d'être avec vous, Nima. Permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé la nuit dernière. Comme vous le savez, l'Arabie saoudite a attaqué le Yémen et il y a eu des représailles. Et soudain, tout le monde se demandait ce qui se passerait si l'Arabie saoudite finissait, d'une manière ou d'une autre, par reculer et parler avec les Yéménites. Cela ne s'est pas produit. Hier, l'Arabie saoudite a attaqué le Yémen dans son port. Et ensuite, vous voyez la réponse. Les représailles du Yémen contre l'Arabie saoudite. Aramco a été frappé et son pipeline a été touché par des dizaines de missiles balistiques. Ils ont frappé Aramco et le pipeline de Yanbu. Voilà ce qui se passe. Et quand on regarde l'Arabie saoudite et le comportement de son gouvernement, c'est tellement irrationnel. Hier soir, je me demandais, qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là? Sont-ils sains d'esprit? Pensent-ils pouvoir, d'une manière ou d'une autre, forcer les Yéménites à se soumettre, alors que cela a déjà été tenté par le passé? Les États-Unis ont essayé de le faire. Ils n'y sont pas parvenus. Avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, tous ensemble, pendant 12 ans, ils ont imposé un siège au Yémen. Et ils ne... Voyez-vous la moindre forme de rationalité en Arabie saoudite? Ou comment comprenez-vous ce qui se passe sur le marché pétrolier? Eh bien, ça ne semble pas être une démarche très rationnelle, parce que la dernière fois que l'Alliance s'en est prise aux outils, on avait en fait 10% de l'ensemble de la flotte navale américaine qui les attaquait, et ça leur a à peine fait une bosse. Ça ne les a certainement pas mis hors d'état de nuire. Et comme on dit, ils sont toujours bien vivants et actifs. Donc je ne sais pas pourquoi on voudrait aller les provoquer. C'est comme mettre un bâton dans un nid de frelons. On va se faire piquer. Donc les Saoudiens vont se faire piquer. Et puis, soit dit en passant, je suis assez sceptique quant aux capacités militaires des Saoudiens. C'est un autre élément. Et maintenant, on apprend, par exemple. Pourquoi pensez-vous que l'Iran a riposté en se concentrant sur le Koweït? Eh bien, l'armée koweïtienne bombardait secrètement l'Iran. Voilà donc le tableau de la situation. C'est vraiment très préoccupant, parce que ce qui se passe, c'est qu'on nous étrangle peu à peu avec ces matières premières, dont le pétrole n'est qu'un élément. Mais rappelez-vous que la mer Noire est désormais paralysée par le commerce ukraino-russe. Je devrais dire le commerce de l'OTAN. De toute évidence, l'OTAN est en guerre. C'est plus qu'une guerre par procuration. Cela glisse vers une guerre totale, avec l'OTAN aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. Mais cela a un effet sur la mer Noire et sur les exportations, non seulement de pétrole et d'autres produits, mais aussi de céréales. N'oubliez pas que la Russie est un grand exportateur de céréales. Et puis il y a aussi les attaques, cette semaine, contre la flotte fantôme qui expédie des céréales depuis la Russie via la mer d'Azov. C'est un autre facteur majeur. Donc vous voulez être positionné à l'achat sur les matières premières comme le blé, par exemple. Le prix du blé augmente et les gens n'y prêtent aucune attention. Pourtant, c'est très important, surtout en Afrique du Nord et en réalité sur tout le continent africain. Ce sont de grands importateurs de blé et le prix monte. Ils subissent donc une pression sur ce point. Ils sont sous pression. Bien sûr, nous savons tous que le prix du pétrole a augmenté cette semaine. Tout le monde le sait. Mais certaines de ces autres matières premières voient leur prix grimper progressivement, et c'est lié à ces guerres. N'oubliez pas qu'il y a actuellement 65 guerres dans le monde. C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons eu depuis des décennies. Il y a donc énormément de turbulences, énormément de stress, ces soi-disant perturbations des chaînes d'approvisionnement
et ainsi de suite. C'est bon pour vous êtes au Brésil. Évidemment, c'est très positif pour le Brésil parce que les termes de l'échange vont s'améliorer considérablement pour les grands producteurs de produits agricoles comme le Brésil. Le prix de leurs exportations va augmenter par rapport au prix de leurs importations. C'est ce que les économistes appellent les termes de l'échange. Et les termes de l'échange deviennent de plus en plus favorables pour des pays comme le Brésil ou l'Argentine. Enfin bref, si vous voulez, on peut entrer un peu plus dans ce qui se passe dans le Golfe, sur le marché pétrolier. Le marché pétrolier, non seulement le prix a augmenté, mais il a augmenté par rapport au contrat à terme. Oui, il semble que nous ayons perdu le professeur Steve Hank. Il va revenir avec nous dans une minute. Il y a eu, d'une manière ou d'une autre, un problème avec sa connexion Internet. Et concernant ce qui se passe, ce que nous avons appris du Yémen, c'est qu'ils ont frappé. Comme vous le savez, hier soir, j'ai fait un direct. Je vous ai dit à ce moment-là que nous ne savions pas si le Yémen allait attaquer, ni quelle serait la cible. Comme vous le savez, le Yémen a frappé, et vous voyez que tout est en feu près d'Aramco. Aramco est si importante pour le marché pétrolier en ce moment, parce que d'une certaine manière, à cause du problème dans le détroit d'Ormuz, des difficultés dans le détroit d'Ormuz, de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, la seule façon pour l'Arabie saoudite d'exporter du pétrole passait par la mer Rouge. En ce moment, le blocus en mer Rouge vise l'Arabie saoudite, le pays le plus important actuellement pour le marché pétrolier. Et puis, on voit le Yémen déclarer que le blocus vise l'Arabie saoudite. Les attaques sont importantes, elles sont très importantes. Je ne sais pas quelle était la principale raison de... Oui, voici le professeur Hank. Ils ont été censurés, oui, oui. Vous évoquiez le pétrole en ce moment, le marché pétrolier, en raison des difficultés que connaît actuellement l'Arabie saoudite. Il y a le détroit d'Ormuz et ce lien avec le marché pétrolier à travers leur l'oléoduc Yanbu, vers la mer Rouge. C'est ce qui se passe actuellement. Une partie du pétrole sort de la région par le canal de Suez, mais le canal de Suez a ses propres limites. Et selon votre compréhension de la situation actuelle de l'Arabie saoudite, il se retrouve sous pression à cause des outils. Et je pense que s'ils continuent avec les Houthis, ils vont se retrouver entraînés dans une situation perdante. Ils ne vont pas gagner contre les Houthis. Les Houthis vont gagner. Les Houthis ont gagné la première fois, alors pourquoi ne gagneraient-ils pas la deuxième fois? Et la première fois, soit dit en passant, ce n'était pas une simple piqûre d'épingle. Les Israéliens tiraient sur les Houthis, les Saoudiens tiraient sur les Houthis, et les États-Unis avaient une présence navale considérable qui tirait sur les Houthis, sans leur infliger beaucoup de dégâts. Ils ont fait quelques dégâts, mais pas beaucoup. Et le point essentiel, c'est que pour contrôler ces détroits, on n'a évidemment pas besoin d'une force militaire massive. Je veux dire, ils ont l'avantage géographique sur le terrain, à la fois dans le détroit d'Ormuz et dans le détroit que contrôlent les Houthis. Et les Houthis semblent d'ailleurs très motivés. La chaîne israélienne 11 a rapporté que Donald Trump avait reporté, la nuit dernière, une attaque majeure contre l'Iran, dans l'espoir de revenir aux négociations. D'autres sources disent que les États-Unis veulent revenir au protocole d'accord en ce moment. Il faut aussi prendre en compte le cas du Yémen. Ils ont dit que le cas du Yémen allait être ajouté au protocole d'accord. Je n'ai vu aucun rapport de la part des Iraniens nous informant de négociations en cours.
Ils ont dit qu'hier, le ministre iranien des Affaires étrangères avait déclaré qu'il recevait des messages des États-Unis et qu'ils y répondaient par l'intermédiaire de ces médiateurs. Apparemment, c'est le gouvernement pakistanais qui s'en charge, ou peut-être le gouvernement qatari. Nous ne le savons pas. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous savez, il y a le protocole d'accord. On est revenu à la guerre à cause des difficultés, des malentendus, ou peut-être parce que, vous savez, tous les termes du protocole d'accord avaient été violés avant que la guerre ne reprenne. Et maintenant, ils veulent revenir au même document. Oui. Et juste une précision à ce sujet. Bien sûr, dans les médias occidentaux, le récit, c'est que les Iraniens ont violé les termes de l'accord. Mais ce sont les États-Unis et Israël qui les ont violés. Il faut toujours regarder la causalité dans ce genre de choses. Dans la presse, ils remettent toujours tout à l'envers. Mais les États-Unis et Israël ont été, au départ, les principaux instigateurs et ceux qui ont rompu certains éléments du protocole d'accord. Et le récit en Occident, bien sûr, c'est que personne ne fait confiance aux Iraniens. Mais en réalité, même parmi les alliés occidentaux, personne ne fait confiance aux États-Unis. Il suffit de voir ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'Arabie saoudite, puisque nous parlons de l'Arabie saoudite. Trump signe donc un accord sur le nucléaire civil avec l'Arabie saoudite. En 24 heures, le lobby israélien l'avait forcé à assortir la chose d'une condition. Et cette condition, c'était que les Saoudiens devraient signer les accords d'Abraham et établir des relations diplomatiques complètes avec Israël. C'est désormais une condition préalable. Donc pensez-vous que les Saoudiens, d'ailleurs cela place les Saoudiens dans une position très difficile. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne signeraient jamais un accord sans qu'une solution à 2 États soit mise en place pour les Palestiniens, ce qu'Israël n'acceptera jamais. Donc, comme on dit, Nima, ils sont face à un dilemme. Trump a placé les Saoudiens face à un dilemme. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun moyen pour eux de le résoudre. Cela crée donc d'énormes difficultés pour les Saoudiens. Oui. Je pense que, dans le dossier du nucléaire, il a dit qu'il n'y aurait pas d'enrichissement, un peu comme ce qui s'est fait aux Émirats arabes unis. Et le point intéressant, c'est que les États-Unis n'ont pas construit la centrale nucléaire aux Émirats arabes unis. Ce sont les Sud-Coréens qui sont allés et qui ont construit la centrale. Si les États-Unis décident de faire la même chose en Arabie saoudite, ce seront peut-être le Canada ou d'autres pays qui le feront. Mais, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas une question technique. C'est la manière dont les États-Unis rompent chacun de leurs accords. Dans le cas d'une centrale nucléaire, ce n'est pas un gros problème. Après tout, puisqu'il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a rien là-bas. C'est une centrale nucléaire destinée à aider, j'imagine, peut-être à alimenter leur réseau électrique ou quelque chose comme ça. Mais après tout, vous voyez, même ce genre de promesse est très difficile à tenir pour Donald Trump. Il doit prendre en compte l'agenda israélien dans tout cela, ce qui est impossible si vous allez aussi loin. Si vous devez tenir compte de chacune des politiques du gouvernement israélien dans votre conception de votre relation avec vos alliés, les États-Unis. Je parle des États-Unis et de leurs alliés en Asie occidentale. Absolument. Tout le monde découvre ce que le professeur John Mearsheimer et le professeur Stephen Walt ont exposé dans leur ouvrage universitaire très détaillé, Le lobby israélien, comment il fonctionne. C'est donc comme ça que ça a marché. Il a fallu quoi? 24 heures pour que les choses soient renversées. Il y avait aussi d'autres objections. Ce n'était pas seulement le lobby israélien. À mes yeux, le lobby israélien
était la condition de premier ordre. L'élément le plus important, c'était le lobby israélien. Les conditions de second ou de troisième ordre, c'est que beaucoup d'experts de la prolifération nucléaire estimaient que l'accord était très bâclé et comportait de nombreuses failles qui ne figurent pas dans, disons, des accords normaux. La procédure opérationnelle standard n'a pas été suivie. Mais c'est vrai pour beaucoup de choses que fait l'administration Trump. Les procédures opérationnelles standards ne sont pas suivies. Et ça rejoint votre point. C'est le caractère illégal de tout ça et le fait d'écarter soit les lois formelles, soit les règles informelles qui sont normalement respectées. Tout ça passe un peu par la fenêtre. Regardez ce qui s'est passé cette semaine avec les droits de douane. Rappelez-vous que beaucoup de ces droits de douane ont expiré cette semaine. Mais Trump a utilisé une autre loi, et soit dit en passant, il est très contestable qu'elle tienne juridiquement, pour imposer des droits de douane de 10 à 12% à 60 pays. Or, à mon avis, c'est une politique stupide, pas seulement sur le plan économique. Mais oublions l'économie. Ça ne fait que créer des ennemis. Les droits de douane sont des armes de guerre. C'est comme des sanctions. Si vous imposez des droits de douane à quelqu'un, il ne sera pas votre ami. Il deviendra votre ennemi. Et maintenant, les pays auxquels ces droits de douane ont été imposés cherchent des moyens de faire quoi? De contre-attaquer. Donc tous ces réseaux commerciaux, et ainsi de suite, sont, disons, dans un état de bouleversement d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela a bien des conséquences économiques, parce que, premièrement, cela augmente le prix relatif de certains biens et services échangés. On a parlé du blé, du pétrole, des engrais, et ainsi de suite. Enfin, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 2 des 8 détroits stratégiques du monde sont bloqués. Enfin, ils sont fermés maintenant, d'accord? Donc ça, c'est une chose. La mer Noire, très situation vraiment très difficile. Cela veut dire qu'il y a un véritable ralentissement dans le Bosphore et les Dardanelles. C'est donc un autre goulet d'étranglement. La mer d'Azov est elle aussi devenue un problème parce que c'était une route d'exportation de céréales pour la Russie. Et la Russie, ce n'est pas rien. C'est un grand exportateur, le premier au monde pour certaines céréales comme le blé par exemple. Et où va la plus grande partie de ces exportations? En Afrique. Donc l'Égypte, croyez-moi, en ressent les effets. C'est un grand importateur de blé russe. Alors voilà, partout où l'on regarde, il y a un problème. Selon vous, avec la poursuite de la guerre, qu'est-ce que Donald Trump a en tête? Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir? Est-ce qu'il s'agit de destruction? Est-ce qu'il s'agit de mettre la pression sur le gouvernement iranien? Parce que nous connaissons l'histoire. Nous avons l'histoire de ces guerres sans fin. On ne peut pas contraindre des peuples ou des pays à se soumettre en les attaquant. Dès l'instant où l'on décide de les attaquer, cela va unifier le pays de l'intérieur. Cela ne va pas servir votre position. Cela va servir leur position pour riposter. Et l'autre point concerne le détroit d'Ormuz. Avec ce qui se passe, comme vous l'avez mentionné, il y a 2 points de passage stratégiques importants. L'un est le détroit d'Ormuz, l'autre est la mer Rouge. Nous avons les difficultés, comme vous l'avez mentionné, en mer Noire. Aujourd'hui, Zelensky a dit qu'il frappait des navires en mer Noire, des navires russes, comme il les appelle. L'un d'eux était d'une certaine manière un cargo militaire qui a été touché. Il a déclaré, il y a quelques instants, qu'ils avaient frappé un navire cargo militaire en mer Noire qui était censé aller d'Iran vers la Russie ou de Russie vers l'Iran. Ils l'ont frappé. On voit les turbulences, ce qui se passe. Mais s'agissant de Donald Trump, de son administration, de sa politique, de sa stratégie, y a-t-il quoi que ce soit de concret là-dedans,
selon vous? Is there anything there in your understanding? No, I think Trump has no plan. Non, je pense que Trump n'a aucun plan. Il ne sait pas ce que veut dire le mot plan. Pour avoir un plan, il faut avoir quelque chose de structuré. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et comme vous le dites, atteindre au bout un objectif à long terme. Il faut être comme un train qui se dirige vers une gare. Il y a une gare au bout du trajet. Donc il n'a pas de plan. Et il est ballotté. Il est ballotté pas seulement sur le plan intérieur. La guerre est très impopulaire politiquement aux États-Unis. Il subit donc une pression politique intérieure pour faire quoi? Le plan, ce serait de mettre fin à tout ça. Et l'objectif final, ce serait de sortir le plus vite possible et d'arriver à une forme de règlement sur ce qui allait se passer dans le détroit d'Ormuz. Et ça, je pense que, dans l'idéal, s'ils étaient intelligents, ils adopteraient quelque chose comme la Convention de Montreux de 1936 qui permettait à la Turquie de gérer et de contrôler le Bosphore et les Dardanelles et de percevoir des droits, des frais de gestion pour les navires qui y passent. Et je pense que les Iraniens accepteraient cela et que ça fonctionnerait comme cela fonctionne avec la Turquie, les Dardanelles et le Bosphore. Et au fait, cette absurdité selon laquelle personne ne fait payer de droits pour traverser des détroits, ce n'est pas vrai. Rien que ce mois-ci, la Turquie a augmenté de 15% les droits de passage par le Bosphore et les Dardanelles, comme elle le fait habituellement d'ailleurs. C'est une pratique régulière. Donc l'idée, le secrétaire d'État Rubio l'a dit à plusieurs reprises, selon laquelle personne ne perçoit de droits pour. Non, il existe une convention internationale qui autorise la Turquie à gérer le Bosphore et les Dardanelles et à percevoir des droits. C'est donc un autre exemple. Il y a toutes sortes de désinformations qui circulent et qui influencent la perception des choses. D'un côté, Trump, une pression intérieure, une guerre impopulaire, il faut en sortir, surtout avant les élections. De l'autre, il a le lobby israélien, et nous savons quelle est la position d'Israël. La position d'Israël, c'est de vouloir démanteler, les gens disent détruire l'Iran. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent le balkaniser, le fragmenter. Évidemment, se débarrasser du régime actuel, mais au fond, ils veulent démanteler le pays.